Nous vivons dans un monde saturé d'autorité. Des autorités politiques, scientifiques, économiques, médiatiques. Toutes nous disent quoi penser, quoi faire, quoi croire. Souvent de façon implicite, au nom du bien. Pourtant, une question simple mérite d'être posée. Qu'est-ce qui donne de la légitimité à l'autorité? Est-ce la force, le nombre, la tradition, le statut de celui qui parle? Ou bien, l'autorité ne serait-elle, en réalité, qu'un moyen de faire accepter à d'autres une morale humaine nécessairement imparfaite? Dans cet épisode, nous allons explorer une idée dérangeante, mais essentielle. Aucune autorité ne peut être légitime de manière définitive parce qu'aucune morale humaine ne peut se confondre parfaitement avec l'idéal du bien. Nous verrons pourquoi l'autorité ne repose presque jamais sur la violence brute, mais sur des mécanismes psychiques, idéologiques et symboliques. Pourquoi nous obéissons plus volontiers à des idées qu'à des coups de matraque? Et comment certaines institutions parviennent à figer leurs normes en les rendant incontestables. Ce que je te propose ici n'est pas une opinion rapide. C'est une exploration qui demande d'accepter de suspendre ses réflexes habituels pour examiner ce que nous appelons, souvent sans y penser, l'autorité. Si tu cherches des réponses toutes faites, tu peux t'arrêter ici. Mais si tu veux comprendre pourquoi nous confondons si souvent l'autorité avec le bien, alors je t'invite à poursuivre. Considéré en tant que la totalité des tentatives des êtres rationnels de formuler des jugements sur les choses de l'existence, on est obligé d'admettre que les morales ne cessent de fuser de toutes parts. Qu'il s'agisse de positions individuelles ou encore de délibérations émises par des groupements d'hommes, des institutions, rien n'empêche l'être rationnel de produire des pensées morales qui, mises bout à bout, constituent des systèmes moraux. Et oui, à bien y réfléchir,
Toutes les appréciations que nous projetons sur ce qui est à la portée de notre conscience forment des morales, c'est-à-dire des essais entrepris par un sujet pour se conformer au bien. Faites l'expérience. Représentez-vous en dedans vos différentes activités du quotidien ou même les opinions que vous vous êtes forgées sur ce qui vous entoure. Et si vous êtes naturellement guidé à en creuser la téléologie, vous ne pourrez pas manquer de constater que toutes convergent au choix vers la conservation de votre corps ou vers l'épanouissement de votre moi intérieur, et parfois même les deux. Et malgré la masse astronomique de ces constructions de l'esprit émises presque à chaque instant, nous sommes tout aussi contraints d'admettre qu'absolument aucune d'entre elles n'est capable de se fondre en tout point avec l'idée supra-perceptible du bien. Pourtant, malgré cette impossibilité d'affirmer qu'un discernement, peu importe lequel, puisse se conformer à l'idéal du bien in extenso, on voit quantité de personnes s'accrocher, souvent de manière hargneuse, à des doctrines qui, par nature, peuvent être contestées en totalité ou en partie. On remarque parfois même qu'ils les défendent contre vents et marées, et ceci assez fréquemment en dépit du bon sens, alors même que ces morales n'émanent pas d'eux. Ce fut le cas pour chacune des grandes idéologies ayant façonné, en leur temps, les différentes ères de l'histoire des hommes, sans omettre, bien entendu, celles qui ont encore cours aujourd'hui, au devant desquelles le nationalisme, soit l'opinion selon laquelle la nation est sacrée, le monétarisme, à savoir l'idée que la monnaie doit être le seul vecteur d'échange, et enfin le scientisme, à savoir la croyance aveugle en des vérités émises par des professionnels de la science. Ceux-là qui s'approprient de manière si spontanée les certitudes préfabriquées par d'autres commettent l'erreur d'estimer que le magma doctrinal dans lequel nous baignons de nos jours est l'aboutissement d'un processus de maturation engagé depuis des lustres, nous ayant permis de dépasser pour toujours la barbarie et l'archaïsme. Or, c'est précisément le fait de figer nos convictions qui augmente nos chances de nous placer dans la caducité. Et si tel est notre comportement aujourd'hui, dès lors, la probabilité est forte que les idéologies en vigueur soient jugées à l'avenir tout aussi désuètes que, par exemple, le féodalisme ou le monarchisme.
Ces convictions profondément ancrées en nous ont une origine primordiale, l'autorité. À la racine étymologique de ce mot, on trouve auctor, qui signifie en latin l'instigateur. Or, l'instigateur, c'est celui qui incite, qui pousse les autres à faire quelque chose. À bien y réfléchir, au fond, l'autorité, ce n'est donc rien de plus qu'un stratagème développé par un individu pour tenter de forcer l'acceptation par ses congénères de sa perception de ce qu'il convient de penser et de faire, peu importe le niveau d'adéquation entre ce qu'il décrète et ce que nous savons désormais être le bien. Dit autrement, l'autorité consiste en une stratégie qui vise à inculquer au plus grand nombre une morale humaine nécessairement imparfaite. Or, toute la problématique est là. Est-il légitime qu'une idéologie qui comporte des lacunes s'impose aux hommes sans que jamais ces derniers ne consentent à la remettre en question? Au contraire de ce que certains pourraient croire, l'autorité n'utilise pas prioritairement la violence et la coercition corporelle pour dicter ses normes, et cela pour une raison très simple. Il n'existe aucun être humain capable de contraindre par sa seule force le reste de ses congénères. Du reste, on ne peut qu'admettre que les sbires d'un tyran, ou même l'ensemble des individus qui constituent son bras armé, ne lui ont pas prêté allégeance parce que celui-ci les a dominés dans un combat au corps à corps. Non, bien sûr. Il ne les a pas assujettis un par un, ou encore de façon simultanée, en usant de la fermeté de sa poigne, mais plutôt, en réalité, à l'aide de moyens idéologiques, donc immatériels. En effet, les raisons véritables pour lesquelles des soldats obéissent à leur maître sont à chercher d'abord dans différents cultes, et notamment celui qui leur font estimer que les chefs sont intouchables et indispensables, que les organes qui équipent un État sont dignes d'un respect invariable, que la nation elle-même est sacrée, et enfin, que la monnaie est la seule source crédible de survivance. Et oui, c'est parce qu'on est convaincu que l'humanité a besoin de leaders qu'on est prêt à leur donner notre soutien, et non parce que ceux-ci nous ont un jour empoignés avec force en fronçant les sourcils d'un air menaçant. C'est parce qu'on éprouve le sentiment d'être minuscule face à des institutions telles que l'Assemblée nationale ou le Sénat que nous n'osons pas remettre en question leur légitimité législative, et non parce que leurs membres nous ont asséné une violente prise de karaté
nous intimant la plus fervente déférence. C'est parce qu'on associe, à tort, la nation a un ensemble de traits culturels plaisants que, lorsqu'on évoque la possibilité de s'en extirper pour quelques autres aventures, nous nous comportons comme des bébés qui peinent à se détacher du sein maternel. Mais ce n'est de toute évidence pas la nation qui nous fait une clé de bras afin de nous contraindre à son adoration. Bien entendu, le soldat peut également prêter allégeance à l'autorité parce qu'il tire de la relation qu'il noue avec elle un salaire qui lui fournira la monnaie nécessaire pour acheter de quoi vivre. Mais il serait faux de considérer que ce type de mainmise est avant tout matérielle. Elle prend pied, en réalité, dans l'adhésion strictement psychique de l'intéressé, à l'idée que la monnaie est la seule forme valable d'échange entre les hommes. Enfin, le tyran assoit aussi son joug en pariant sur le fait que ses sujets estiment que leurs pairs sont eux-mêmes tous asservis à ce maître et prêts à lui obéir. Cela lui garantit que tous redoutent d'être contraints dans leur chair par le reste du groupe des dominés à l'observance des règles définies au sommet de cette structure sociétale. Ici encore, ce n'est pas la violence corporelle qui s'exerce, mais bien la crainte de celle-ci. Notons par ailleurs que cette peur ne saurait être le premier levier d'oppression de l'autocrate, puisqu'il lui faut d'abord répandre ses idéologies au sein du peuple afin de gagner de la légitimité. Ainsi, il apparaît de façon très nette que l'autorité ne se manifeste jamais en premier lieu à travers la mise en place d'une contrainte matérielle, mais plutôt à l'aide d'une capacité à persuader les foules que ces productions morales sont les meilleures à adopter. C'est, partant de là, que certaines formes d'autorité, telles que celles qui s'exercent sur le terrain politique, emploient ensuite leur puissance armée, ou la crainte de celle-ci, dans le but de renforcer ce qu'elles avaient déjà acquis par la propagation à grande échelle de leur conception morale. Mais, de toute évidence, elles n'utilisent pas cette force pour l'obtenir avant de diffuser leurs pensées et de persuader ceux qui sont prêts à assujettir leur esprit. Si donc le crédit qu'on accorde à l'autorité jaillit de sa capacité à convaincre ceux à qui elle tente de s'imposer de la qualité de ses préconisations morales, mais qu'en même temps, et comme nous l'avons vu précédemment, il est impossible que ces dernières puissent se conformer tout à fait à l'idéal du bien. Dès lors, nous ne pouvons en conclure qu'une seule chose: aucune autorité n'est fondée à défendre une légitimité de fait, c'est-à-dire intemporelle et immuable. En somme, toute autorité
et par nature contestable. Une fois ces réflexions posées, il faut tout de suite dire qu'un rejet systématique de toute forme d'autorité ne pourrait entraîner que des conséquences négatives pour notre espèce. En effet, qui serait assez fou pour vouloir d'une société dans laquelle nous nous interdirions d'agir selon des propositions morales émises par d'autres personnes que nous-mêmes? Une pareille société serait forcément ultra-satellisée, individualisée à l'excès, et rien de commun ne pourrait y émerger, ce qui serait une catastrophe pour une créature telle que l'homme, qui a physiologiquement besoin de la collaboration entre les individus afin de sécuriser la conservation et l'épanouissement de tous. Et néanmoins, il serait aussi inconséquent de ne pas s'autoriser la critique des formes d'autorité actuelles et de s'interdire de nous extraire du paradigme ambiant. Car, pour qui accorde une attention sincère à la production de morale qui se rapproche le plus possible de l'idéal du bien, il apparaît de manière très évidente que les principales autorités aujourd'hui en vigueur n'eussent pas de moyens honnêtes pour imposer leur conception à leurs semblables, et ceci pour deux raisons essentielles que nous allons prendre le temps de présenter. D'abord, qu'il s'agisse de gouvernance étatique, d'autorité économique, financière, médiatique ou scientifique, il faut remarquer que, dès lors qu'ils disposent d'une influence significative, la plupart tendent à s'institutionnaliser. Or, instituer, c'est fonder de manière à faire durer. C'est donc octroyer à des personnes bien réelles le pouvoir d'être, pour un temps, les uniques instigateurs socialement admis de propositions morales en ce qui concerne les domaines sur lesquels on leur reconnaît de la légitimité. Et c'est bien là que se situe le problème. Compte tenu de la nature de ce qu'elle produit, c'est-à-dire une proposition morale qui ne peut pas s'accorder de façon parfaite avec l'idéal du bien, une autorité ne saurait se figer dans un seul et unique individu ou dans un seul et unique groupement d'individus. Car ce serait reconnaître à un seul ou à une poignée le droit exclusif de prononcer ce qui, en l'état actuel de nos connaissances, se conforme le plus au bien. Mais hélas, ou heureusement selon le point de vue, il n'existe aucun être humain à même de supporter le poids d'une telle responsabilité, puisqu'aucun de nous n'est assez habile pour déterminer, sur tous les sujets qu'on lui soumet, ce qu'est la meilleure morale. Et il se peut tout à fait
que ce qui révolutionnera demain notre rapport à telle ou telle discipline ne puisse être apporté que par certaines personnes ne jouissant d'aucune autorité et qu'à l'inverse, ceux à qui on en accorde se montrent incapables de faire progresser l'état de l'art relatif à leur domaine. L'expertise peut enfermer celui qui prétend la détenir dans son paradigme, tandis que quelqu'un qui ne dispose d'aucun savoir ou d'aucune connaissance a priori peut être mieux placé pour envisager des façons novatrices de penser ou de faire. Le béotien, qui trouve une authentique motivation pour s'éclairer sur un sujet, soit un intérêt sincère qui le pousse inéluctablement à tenter de lever le voile sur tous les mystères qui l'entourent, peut très bien avoir plus de chances que le spécialiste pour innover. Bien sûr, rien n'interdit de se tourner vers ce dernier pour sonder l'état de l'art sur une discipline. Mais il faut le faire en étant conscient des limites probables de son dogme et de son incapacité potentielle à révolutionner ses propres convictions. Notons de plus que certains domaines, en particulier la politique, ne sont pas par nature des objets intellectuels ou pratiques à réserver à des aristoi, c'est-à-dire aux meilleurs. À l'origine, politikos en grec signifie qui concerne les citoyens. Voilà qui est parlant. La politique, discipline qui aujourd'hui confère à un minuscule groupe d'experts une autorité exceptionnelle, n'intéresse originellement pas une caste, mais bien l'ensemble des individus disposant du droit de citoyenneté. Et nous ne pouvons pas alléguer que la complexité d'une organisation politique et la prétendue incapacité des masses à se l'approprier de manière convenable effacent le lien qui relie chacun d'entre eux à cette discipline, car il y aurait alors aporie. Non. À compter du moment où une relation existe entre une personne et des propositions morales, c'est que, d'une façon ou d'une autre, sa propre conservation et son propre épanouissement sont en jeu. Or, qui voudrait participer à un jeu dans lequel il n'a le droit ni de s'exprimer, ni d'agir, parce que quelques-uns de ses camarades ne parviennent pas à lui reconnaître suffisamment de légitimité pour devenir autorité? Qui s'enthousiasmerait de vivre à condition de perdre sa souveraineté, de décider pour soi la meilleure manière de se conserver et de s'épanouir? De toutes ces réflexions, nous devons conclure que l'autorité, ce n'est pas d'abord un qui et ensuite un quoi, mais bien en priorité un quoi, c'est-à-dire une proposition morale recevable à un instant T, émise par une subjectivité
imparfaite dont la personne n'a pas à prendre le pas sur le contenu substantif. Bien que l'hubris de notre espèce nous ait trop souvent conduit à éponymiser les meilleures idées, en affublant certaines d'entre elles du nom de leur dénicheur, force est d'admettre que celles-ci leur préexistaient et qu'elles n'ont pas attendu la naissance des Newton ou Euclide pour être valides. La personnification des propositions morales confisque en partie l'ontologie des connaissances elles-mêmes. Ce qui valait comme trouvaille utile devient une propriété symbolique attachée à un individu. En nommant une vérité du monde par un nom propre, l'humanité personnalise ce qui était impersonnel, historicise ce qui était universel, fossilise une idée vivante en monument et transforme une intuition collective ou cumulative en acte héroïque individuel. Les conséquences de ce mécanisme sont évidemment toxiques pour notre espèce. D'abord, nombre de penseurs entrent dans une compétition malsaine pour accoler leur nom aux idées encore non détectées, quitte parfois à faire passer pour meilleure proposition morale ce qui travestit la réalité et embrouille l'esprit. Ensuite, la glorification à l'excès des découvreurs déporte l'attention de ceux qui ont de l'inclination pour la dévotion vers la personnalité de celui-ci, en lieu et place du contenu substantif duquel ils ont levé le voile. Par exemple, il y a fort à parier que l'histoire de la communauté chrétienne serait tout autre si ses pratiquants avaient accordé plus d'importance à la philosophie présentée par Jésus-Christ plutôt que par l'image superficielle qu'on en retient. Ainsi, si notre ambition est de bâtir un monde davantage tourné vers l'idéal du bien, nous devons nous intéresser surtout et avant tout à faire coïncider nos conceptions morales avec celui-ci, c'est-à-dire identifier la meilleure morale possible et non à nous constituer un album Panini des figures humaines que nous jugeons les plus remarquables. Nous nous devons de dissocier la personne qui incarne l'autorité des arguments qu'elle profère pour l'obtenir. Mieux, nous devons accorder de l'autorité à des idées et non à des personnes, sans jamais toutefois les considérer comme des aboutissements ultimes et immuables. Cela implique bien sûr de favoriser l'écoute et la prise en compte des propositions morales émises par le plus grand nombre d'individus, afin de maximiser les chances d'y déceler la meilleure morale. De là, nous nous devons désormais d'évoquer ce qui rend une conception morale plus solide qu'une autre.
À l'heure actuelle, les critères qui permettent de déclarer une autorité valable ne semblent pas franchement déterminés. Il ne paraît pas y avoir de consensus explicite à l'échelle d'une société sur ce qui offre à une idée le statut de meilleure morale, c'est-à-dire une morale qui se conforme le plus possible à l'idéal du bien au regard des connaissances en vigueur. Par exemple, lorsqu'on songe au système républicain français, on ne se dit pas cette organisation politique est supérieure à tout ce que nous avons pu imaginer jusqu'à présent, car elle s'accorde à tel et tel repère universel et objectif. On ne se dit pas non plus la monnaie est le moyen d'échange qui semble le plus approprié à l'aune de telles finalités qui guident nos vies. Formulé de manière différente, nous manquons d'un sens commun vers lequel faire converger nos pensées et nos actions. Mais maintenant que nous avons posé les principes fondateurs de notre boussole du bien, et qu'en conséquence, nous savons que nous avons un penchant spontané pour tenter de concrétiser le bien à chaque instant qui nous est offert, la visée de nos propositions morales doit nous paraître moins obscure. La conservation et l'épanouissement de tout ce qui est conscient. Ce n'est en effet qu'à la condition de rapprocher le plus possible nos propositions morales de l'idéal du bien que nous pouvons déclarer cette idée doit faire autorité. Du moins, jusqu'à ce qu'une meilleure suggestion s'esquisse. On pourrait bien sûr objecter ici que si la quête du bien nous anime au quotidien par l'instinct, dès lors, nous devrions être naturellement enclins à déterminer ce qui est bon, sans que cela nous occupe davantage l'esprit et que nous ayons à produire beaucoup plus d'efforts. Que dans ces conditions, la recherche de règles permettant de nous aider à juger valables nos conceptions morales est inutile. Ce serait sans compter sur le fait que, certes, notre essence vitale nous pousse à pourchasser ce qui nous sauvegarde et nous épanouit, mais, et c'est là que la difficulté apparaît, pas forcément à accomplir le bien pour les autres. De plus, ce n'est pas parce qu'on a une pulsion à satisfaire le bien pour soi que nos pensées et actions se transcrivent à tous les coups en vecteurs de bien. Nous pouvons nous tromper. Nous pouvons être maladroits. Et, pour tout dire, tout ce qui émane de nous est en fait, quoi qu'il arrive, imparfait. Notre inclination pour le bien ne se traduit donc pas toujours en intention ou acte en tout point conforme à son idéal. Ce qui,
toutefois, semble augmenter nos chances d'émettre des propositions morales valables, correspond à la prise en compte de ce qui nous environne. Et oui, si nous acceptons que ce qui est sans conteste vrai équivaut à ce que nos sens communs discernent, à savoir la réalité immédiatement perceptible, dès lors, nous ne pouvons que constater que le bien ne peut apparaître que dans un cadre qui allie matérialité, espace et conscience. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que si la conscience, l'espace et la matérialité n'existaient pas, il n'y aurait tout simplement pas de vie et donc pas de bien. Pourrions-nous en effet considérer qu'une chose vit si elle était à la fois dénuée de la conscience d'être un jeu, ne se matérialisait pas à l'aide de combinaisons complexes d'atomes ou de molécules, et enfin, si elle ne disposait d'aucun espace pour se mouvoir? A priori non, car la vie telle que nous l'éprouvons tous les jours paraît être la conséquence de multiples points de fusion entre conscience, matière et espace. Ainsi, pour favoriser le bien, c'est-à-dire le faire advenir autant que faire se peut, nous sommes obligés de tenir compte de ces trois dimensions. Or, nous savons que ces dernières fonctionnent toutes selon des lois strictes que personne n'est capable de modifier. C'est donc à l'aune du cadre conscience, matière, espace que nous devons tenter d'établir nos conceptions morales. À défaut, nous nous contenterions de spéculer sans jamais nous préoccuper de vérifier que ce que nous exprimons s'accorde bel et bien avec les dimensions dont les règles conditionnent l'existence même du bien. Nous affirmerions de prétendues vérités n'ayant aucun rapport avec le bien, et nous ne pourrions dès lors pas ambitionner de transformer nos propositions en source d'autorité. Bien sûr, si un de nos congénères nous interpellait pour nous faire savoir qu'il a expérimenté personnellement des dimensions supplémentaires que nous-mêmes ne pouvons pas percevoir à l'aide de nos sens primaires, nous serions privés des moyens de réfuter ou d'accepter ce qu'il semble tenir pour vrai. Mais, au final, cela ne changerait pas grand-chose, puisque le bien n'ayant besoin que des trois dimensions évoquées ci-devant afin de paraître, nous disposerions déjà tous des facultés indispensables à son identification, à sa compréhension et, enfin, à son élaboration. Ainsi, il n'y a qu'en étant les plus conscients possibles de tous les paramètres qu'impliquent ces dimensions que nous pouvons espérer trouver les meilleures morales. Or, tenir compte des lois de l'existence, sans jamais les trahir, pour produire des idées, cela ne peut se faire qu'à l'aide d'un minimum de raison. Seul le raisonnement causal
qui admet des règles imposées par un référentiel, tel que celui de la réalité immédiatement perceptible, permet de formuler une proposition qui dépasse le sujet qu'il énonce. La raison, c'est en effet ce qui appartient à la fois à tout le monde et à personne. C'est ce qui transcende l'individu. C'est, à rebours de toutes les croyances, ce qui met d'accord ceux qui partagent les sens les plus répandus, à savoir la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. À bien y réfléchir, le raisonnement ancré dans le triptyque conscience, matérialité, espace est le seul procédé de description du réel qui permet l'avènement de sociétés au sein desquelles les êtres humains seraient assez égaux pour que cela favorise la production de ces fameuses meilleures morales qui devraient idéalement instaurer l'autorité. Car si nous devions fonder celle-ci par d'autres moyens, nous nous trouverions encerclés de gourous, tous prétendant dicter, grâce à des sens dont très peu jouiraient, ce que doivent être les meilleures morales, sans que jamais nous ne soyons en capacité d'appréhender, et pourquoi pas questionner, le contenu de leurs dogmes. Il y a fort à parier que de telles associations humaines seraient autoritaires par nature, puisque, même si le détenteur de l'autorité disposait bel et bien d'aptitudes dont ses semblables ne pourraient profiter, ce gourou ne pouvant toutefois démontrer sa perfection, celui-ci serait tout aussi enclin que les autres à produire, sur une durée assez longue, des morales dont le niveau de conformité au bien serait douteux. En fin de compte, dans un monde au sein duquel les membres d'une espèce semblent globalement dotés de sens et de facultés cognitives comparables, une manière utile de favoriser l'émergence des meilleures morales faisant office d'autorité passagère est d'encourager la pratique du raisonnement causal basé sur les trois dimensions fondatrices du bien: espace, matière et conscience. Cela étant posé, on perçoit le gouffre qui sépare les associations humaines actuelles de cet idéal imparfait par lequel nos sociétés s'organiseraient de manière à accorder à tous ses adhérents le droit d'être assez écoutés pour proposer ce qui pourrait devenir des normes morales adoptées de façon transitoire au regard de la qualité logique qu'elles sont parvenues à démontrer. En matière d'autorité, nous ne pouvons que constater que la plupart des ententes formées par notre espèce valorisent aujourd'hui le qui au détriment du quoi. C'est pourquoi, lorsque nous cherchons à guider nos actes, nous nous tournons vers des castes de chefs ou d'autorités personnifiées, tant dans les domaines politiques que scientifiques, médiatiques ou économiques. Nous voyons aussi que, même si les propositions morales imposées par ces autorités tentent parfois d'emprunter quelques chemins logiques,
cela ne se fait pas toujours de manière à suivre ce sens commun fixé par notre boussole du bien. N'en déplaise aux dévots peu courageux, incapables de contester l'autorité quand celle-ci se fourvoie de façon très manifeste, et qui ont au fait de qualifier de complotistes ceux qui proposent une voie différente de l'autorité personnifiée. Le sophisme et la tromperie sont des procédés qui paraissent bel et bien être employés par ceux à qui nous confions aveuglément la responsabilité d'élaborer et de diffuser les meilleures morales. Le simple fait de constater que le pouvoir œuvre de manière à figer le plus longtemps possible certaines idéologies telles que le culte de la nation, de la monnaie ou celui des chefs, devrait nous alerter sur l'absence de volonté de renforcer l'adéquation entre les morales qu'il inculque et l'idéal du bien. Sitôt qu'une autorité impose, sans jamais accorder un espace de parole à ceux vers qui elle propage sa science, elle se compromet elle-même. À l'instant où elle interdit, par des procédés plus ou moins officiels, l'émergence de conceptions alternatives à celles qu'elle défend, elle prive l'humanité des meilleures morales qu'elle est elle-même censée construire et diffuser. Dès qu'elle fait passer les intérêts d'un petit groupe d'individus avant ceux de la majorité, elle œuvre au bien de son clan sans jamais avoir pour intention d'élargir la portée bienfaisante de ses actions et de ses propositions morales. Il semble qu'en attendant l'avènement de nouvelles nations volontaires pour bâtir leur modèle de société sur les constats que nous venons d'exposer, nous soyons pour l'heure à milieu de bénéficier des formes d'autorité les plus susceptibles de rapprocher l'humanité de l'idéal du bien. Car la conclusion politique que nous devons tirer de tout ceci est que les institutions politiques légitimes, c'est-à-dire celles qui ont l'ambition honnête d'aligner le plus possible les normes qu'elles produisent sur l'idéal du bien, sont celles qui sondent sans cesse la masse citoyenne pour espérer en extraire les meilleures propositions morales. À l'inverse, les institutions grippées fabriquent l'autorité dans leur tour d'ivoire pour l'imposer sans discussion à leur sujet. À l'aune de ce que nous venons d'explorer, une chose devient difficile à nier. L'autorité n'est jamais un état naturel, ni un droit acquis, ni une propriété attachée durablement à une personne ou à une institution. L'autorité n'existe qu'à condition que nous lui accordions du crédit. Et ce crédit ne devrait jamais porter sur un qui, mais sur un quoi. Une proposition morale donnée à un instant donné au regard de ce que nous savons du réel. Dès lors, toute autorité qui se fige
qui se sanctuarise, qui s'institutionnalise, qui se protège de la critique, cesse progressivement de servir le bien. Non parce qu'elle serait animée de mauvaises intentions, mais parce qu'elle oublie sa propre nature imparfaite. Contester une autorité n'est donc pas un acte de destruction. C'est, au contraire, une condition minimale pour espérer rapprocher nos sociétés de l'idéal du bien. Et refuser toute autorité, sans discernement, serait tout aussi dangereux. Entre la soumission aveugle et le rejet systématique, il existe une voie plus exigeante, celle qui consiste à évaluer sans cesse ce qui mérite, ici et maintenant, de faire autorité. Avant de conclure, j'aimerais te poser une question, et je t'invite à y répondre en commentaire. Quelle est, aujourd'hui, l'autorité que tu suis le plus spontanément dans ta vie? Et sur quoi penses-tu qu'elle repose réellement? La qualité de ses idées ou le statut de celui qui les porte? Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager autour de toi. Non pas pour gonfler un compteur de vues, mais pour donner plus de chance à une révolution bienveillante et pacifique de se réaliser. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode et, en attendant, je te souhaite de trouver et de faire le bien autant que cela te soit possible.